Ce sont des images anciennes, des entailles de bonheur enchâssées dans la vie familiale, des accros de souvenirs reprisés dans le tissu du temps. Ces images racontent ma vie. Elles sont moi et elles sont à moi. Tous, nous nous y reconnaîtrons. Car au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le modèle américain a cherché à s'imposer partout dans le monde. Notre mode de vie, l'American Way of Life, devint une référence, une vitrine, une culture, un rêve et un modèle de société destiné à contrer l'idéologie communiste. Tout au long de la guerre froide, pendant 50 ans, la grande histoire et nos petites histoires personnelles se sont retrouvées intimement liées. Nous partagions alors le même désir de créer un monde à notre image, heureux, prospère et conquérant, dans lequel les parents feraient toujours honneur à leurs enfants. Mais voilà, il arrive que même nos plus beaux rêves nous échappent. Je m'appelle Jeff Stryker, et voici mon histoire. « 6 août 1945. C'est d'abord un bruit, un tremblement, puis une lumière. Alors qu'explose la bombe atomique américaine sur Hiroshima, je me sens pousser des ailes. Et c'est en route vers l'hôpital que ma mère est contrainte d'accoucher. Mon père, lui, est encore sur le front. Le 2 septembre 1945, les États-Unis célèbrent la victoire. La bombe A marque une nouvelle ère. Grâce à elle, l'Amérique va imposer son modèle de liberté et de démocratie partout dans le monde. Tous les Américains se croient invulnérables. Sitôt mon père démobilisé, il trouve un emploi d'enseignant à Brooklyn. Parce qu'il est situé à côté de l'école, mes parents louent un de ces appartements qui tremblent comme un squelette à chaque passage du métro new-yorkais. Dans ce quartier où toutes les communautés immigrées s'agrègent, l'American Way of Life est perçu non comme un mode de vie, mais plutôt comme un idéal de partage qui transcende toutes les différences. L'été, nous partons en vacances, et c'est un peu comme si nous remontions le temps en traversant les grands espaces américains. Ce tourisme national contribue à ancrer les racines de l'American Way of Life. À l'instar des premiers colons, mes parents se prennent pour des trappeurs, pour des chercheurs d'or, et se chamaillent pour savoir qui des deux jouera le cowboy ou l'Indien. Chaque fois que je revois ces images, j'éprouve une sorte de jalousie, car ces films témoignent d'un temps préhistorique, un temps du rêve où mon « je » n'existe qu'à travers ce que mes parents veulent bien me raconter. Ma mère s'appelle encore Gisèle, et non maman. Son genou se reflète dans le pare-brise de la voiture comme un fantôme dans l'ambre jaune d'un miroir ancien.
Elle semble heureuse, à l'image de l'Amérique tout entière. Après la guerre, pour oublier l'horreur des camps nazis et le risque d'une apocalypse nucléaire, les États-Unis se convainquent de voir la vie en rose et en couleur pastel. Profiter de la vie en faisant du profit. Jouir du temps présent en consommant sont les nouvelles devises de la nation américaine. Notre hégémonie est industrielle et financière. En 1945, près d'un produit sur deux dans le monde est américain. Emblème de notre réussite, l'automobile s'impose très vite comme l'une des icônes de l'American Way of Life. Chaque année, en janvier, mon père se tient au courant des dernières nouveautés présentées au Salon de Détroit, la capitale américaine de l'automobile. C'est un peu son deuxième Noël. C'est un truc d'enfant. C'est un truc de mec. Ma mère le laisse rêver. Elle sait bien qu'en définitive, mon père devra conduire un modèle plus familial. Car ma mère est à nouveau enceinte. Grâce à la prospérité économique, le chômage est quasi inexistant. Le niveau de vie des Américains double en 20 ans. L'augmentation des salaires et la réduction du temps de travail permettent l'essor de la consommation, mais aussi de prendre du bon temps. C'est le début de la société des loisirs et de la civilisation du divertissement. Toutes les classes sociales accèdent au rêve américain et deviennent un moteur de son développement. Dès 1950, la classe moyenne représente les 2/3 de la population. Ma famille profite elle aussi de cette avancée sociale et des bienfaits du consumérisme. Acheter une cuisinière ou un réfrigérateur nous donne l'impression de faire corps avec la modernité. Et mes parents sont parmi les premiers à acheter une télévision. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que j'arrête de hurler le soir. Avec la télé débute l'ère de la communication par l'image. Les publicitaires sont les nouveaux Homères du rêve américain. Dès la fin de la guerre, ils transforment la propagande militaire en odyssée de la consommation de masse. Très vite, les pubs utilisent l'humour et le glamour pour nous séduire et métamorphoser nos désirs en besoins addictifs de consommer. Mon bonheur d'enfant est de suivre ma mère dans les rayons des nouveaux supermarchés. Le caddie poussé en avant comme un char d'assaut est rempli à ras-bord telle une corne d'abondance. La consommation de masse devient celle des masses et la standardisation permet l'uniformisation de la société américaine. Un pour tous et tous comme un. C'est aussi cela le rêve américain. L'American Way of Life est devenu très vite un instrument de la propagande américaine. Lors de l'exposition internationale de Moscou en 1959, en pleine guerre froide, des centaines de milliers de Soviétiques découvrent éberlués le chewing-gum, les jeans, le t-shirt, les baskets et tous les attributs standardisés du rêve américain.
Achetés à crédit, tous ces biens de consommation représentent du bonheur à l'état pur, matériel, réel, disponible, innovant et garanti au moins 15 ans. Mon frère Dave naît le 29 août 1949, le jour où a explosé la première bombe atomique soviétique. Cela ne s'invente pas. Mon frère et moi entrons très vite en guerre froide. À cause de lui, notre logement est en effet devenu trop petit. Alors, comme la plupart des familles américaines de la classe moyenne, nous quittons New York pour devenir enfin propriétaires à Newark, en banlieue. Accrochés aux tentacules des autoroutes, les banlieues sont un autre symbole de l'American Way of Life. Car les Américains, colons et provinciaux dans l'âme, ont toujours été nostalgiques des petites maisons dans la prairie. Chaque pavillon possède d'ailleurs son arpent de pelouse tondu amoureusement par mon père, comme s'il s'agissait d'une coupe de cheveux des GIs. Après avoir vécu à New York, j'ai haï cette banlieue propre comme un appareil dentaire et qui bannissait du paradis terrestre toute forme de diversité. En revanche, pour mes parents, posséder un pavillon représentait un réel progrès social. Ils avaient tellement rêvé d'appartenir à la bourgeoisie avec ses codes et ses manières. La banlieue instaure aussi un nouveau style de vie, conformiste et très sécurisant. Chaque matin, les pères partaient au travail et chaque soir, ils regagnaient heureux leur foyer. À l'image de ce monde idéal, isolé des guerres et des problèmes de société, ma mère devait être parfaite. Elle prépare des repas équilibrés, conformes aux règles de nutrition en vigueur. Elle veille à la bonne gestion du foyer, s'occupe de ses enfants. Pimpante, elle échange des banalités de circonstances avec ses voisines, mais reste toujours discrète et pudique sur son foyer. Dans ce paradis sur Terre, les enfants sont innombrables. Pour fêter la victoire, les femmes américaines donnent naissance à près de 4 millions de bébés en 1947, puis à 32 millions supplémentaires dans la décennie qui suit. Un record. Ce baby-boom a accéléré l'essor économique des États-Unis, car un bébé qui naît est toujours un consommateur. La croissance démographique a aussi conditionné toute l'American Way of Life. Notre modèle de société va changer de nature et de culture, muer et muter, en fonction de l'évolution de cette nouvelle génération au poids démographique si considérable. Mais pour l'heure, le temps de mon enfance s'allonge et claque comme un élastique entre les doigts. J'ai été tour à tour cet enfant normalement joyeux, irrémédiablement heureux, forcément bien dans sa peau. Un pur stéréotype de garçon cool, espiègle, mais toujours impeccable. Blond, même si j'étais brun. À chaque étape de notre vie, nous étions pris en charge, modelés par l'école, l'Église et nos parents. L'American Way of Life dictait tous nos comportements.
Ainsi, au moment de la puberté, les coachs sportifs prenaient les garçons à part pour leur parler de la vie en extra large. The sperm can come out in what's called an ejaculation. Mais dans les vestiaires, c'était à notre tour de nous prendre bien en main. Peu à peu, j'ai aimé cette enfance ordonnée et conformiste qui avait le mérite de placer notre narcissisme juste au bout de notre nez. Et je comprends la nostalgie que d'aucuns éprouvent envers cette époque bénie des dieux. En revanche, malheur à ceux qui se complaisaient dans leur déviance et qui refusaient de se soumettre aux règles. Les insoumis, les marginaux, les blousons noirs étaient bannis du paradis terrestre, voués aux gémonies et à la vindicte publique. Mais voilà, au cinéma, ce sont Marlon Brando et James Dean qui tiennent la vedette. J'ai 10 ans et je suis fasciné par ces deux figures du rebelle à côté desquelles même Elvis Presley fait figure de midinette. Toutefois, dans les années 1950, ces gangs de jeunes représentent un phénomène marginal. 10 ans plus tard, ce sera une autre paire de manches. Car lorsque les enfants du baby-boom vont faire leur crise d'adolescence, ils vont prendre ces révoltés pour modèle. C'est alors l'ensemble des valeurs de l'American Way of Life qui vont être chahutées, contestées, bousculées et renversées par leur mouvement. Cette mauvaise graine n'a-t-elle pas germé parce qu'il y avait quelque chose de pourri au beau royaume des États-Unis? En réalité, notre vie quotidienne était profondément affectée par la guerre froide qui sévit depuis 1947 entre les États-Unis et l'URSS. Le tic-tac de la bombe atomique résonnait au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Pour nous rassurer, la télévision faisait la promotion des abris nucléaires, tout confort, avec champagne en conteneur, la classe américaine. De leur côté, les autorités nous répètent les consignes à suivre en cas d'attaque nucléaire. L'expression « plonge et couvre-toi » entretient la terreur collective. It's a bomb. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Notre peur et notre haine du rouge sont cultivées par la propagande américaine comme un feu de Vestale. Les fictions nous démontrent comment le communisme est tyrannique, monstrueux et immoral. Pas le choix, il faut choisir son camp. Dès 1950, les communistes américains sont pourchassés et arrêtés. La propagande les compare aux nazis, mais sur le plan intérieur, les autorités américaines appliquent la même terreur et la même dictature que sévit en Union soviétique, sous prétexte de la dénoncer. Notre paranoïa se transforme très vite en hystérie collective. Richard Nixon et le sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy, conduisent une chasse aux sorcières contre les Rouges. Leurs commissions d'enquête ont pour but de démasquer non seulement le traître, l'alien, le noir, le juif, l'homosexuel, tous susceptibles de devenir un jour, peut-être, des espions à la solde du Kremlin, mais aussi tous ceux que McCarthy estime être de mauvais Américains.
Il en fait une affaire personnelle. Alors qu'elle n'avait jamais été vraiment une doctrine, l'American Way of Life devient le fer de lance de l'idéologie américaine. L'atmosphère est de plus en plus tendue à la maison. Ma mère croit que mon père a une maîtresse. Il rentre en effet de plus en plus tard. En réalité, mon père vérifie juste s'il n'a pas été suivi. Car en tant que prof d'histoire, mon père est directement visé par les purges de McCarthy. En effet, quiconque possède un atlas où figure une carte de l'URSS est suspecté d'être un rouge. L'autocensure encourage les autodafés et mon père songe même à déménager, à fuir. La moitié de la nation, dit-on, est mise sur écoute, tandis que l'autre dénonce ses voisins. Des listes noires sont dressées, les arrestations arbitraires se multiplient. Entre 1947 et 1953, 26 000 fonctionnaires font l'objet d'une enquête approfondie. 8 000 sont révoqués ou contraints à la démission. McCarthy est cependant allé trop loin en s'en prenant à l'armée américaine. Censuré par ses pairs, le sénateur du Wisconsin est démis de ses fonctions. Il meurt 3 ans plus tard d'un abus de boisson. Mais ce sont les États-Unis qui se réveillent avec la gueule de bois. « 28 novembre 1958. De cette fameuse soirée, je me souviens surtout des portes qui claquent et de celles qui restent ouvertes. Je déambule dans les couloirs comme une âme qui espère pouvoir encore refouler son chagrin. Je pressens que rien ne sera plus jamais comme avant. Le cordon ombilical de mon bonheur d'enfance est désormais coupé. Et puis, tout se précipite. Les portes claquent, se referment à nouveau. Les médecins nous affirment qu'ils ont tout tenté pour la ranimer. Mais le cœur n'a pas résisté au cocktail d'amphétamine que ma mère prenait pour maigrir. Son dossier est classé. J'ai 13 ans. Je ne trouve pas les mots parce que je ne m'explique pas le geste de ma mère. J'en veux à mon père et j'en veux à moi-même parce que je n'ai pas su discerner les signes avant-coureurs du désarroi de ma mère, de sa détresse, de sa fatigue. Voilà plusieurs années que ma mère s'ennuyait. Elle aurait souhaité reprendre un travail, mais mon père rechignait. Déjà que ma mère n'avait pas bonne réputation dans le quartier. Elle refusait de participer aux réunions Tupperware et Avon. Elle méprisait de poules faisanes, toutes ses convenances et de devoir hocher la tête au béni-oui-oui des sermons. Elle refusait de devoir n'être qu'une icône, de n'exister qu'au regard des autres, d'être toujours impeccable, même si son mari ne le remarquait jamais.
Elle n'en pouvait plus des lessives 2 fois par semaine, une pour les couleurs et une pour le blanc, qui représentait le symbole de sa propre ségrégation. Elle n'en pouvait plus des fêtes d'anniversaire, d'Halloween, de Thanksgiving et de Noël. Des fins heureuses aux films hollywoodiens, des baisers sur la bouche mais sans la langue, et des gentils héros qui gagnent toujours, toujours. Après sa mort, au début du mois, j'essayais de l'imaginer telle qu'elle avait été et telle qu'elle aurait pu être. Je la voyais vieillir à mes côtés. Mais avec le retour du soleil, son visage dans la buée du miroir a commencé à s'effacer. Tout au long de ma vie, j'ai essayé d'imaginer les réactions qu'elle aurait eues si elle avait été de ce monde. Sa fierté à ma remise de diplôme. Sa connivence particulière quand je lui aurais présenté mon meilleur ami. J'imagine nos vacances. J'imagine les saisons. J'imagine nos étés. J'imagine notre enthousiasme au moment de la campagne présidentielle du beau John Fitzgerald Kennedy en 1960. Mais Kennedy est arrivé trop tard pour ma mère. C'est dommage, car la nouvelle frontière qu'il promet est celle de toutes les perspectives et de tous les dépassements. Elle redonne vie et sens à l'American Way of Life, même si c'est surtout le mode de vie du couple présidentiel qui retient l'attention. Peu importe, car pour ma part, je les ai aimés, je les ai haïs. Ils étaient tellement parfaits, tellement glamour, tellement heureux, en apparence du moins, tellement américains. Conscient qu'il existe une autre Amérique, dès 1960, Kennedy s'attache à réduire les inégalités et les dysfonctionnements de l'American Way of Life. Petits blancs, noirs et personnes âgées en majorité, ce sont 40 millions d'Américains qui vivent dans la pauvreté. Aussi, pour pallier les carences du système, Kennedy instaure-t-il un salaire minimum, augmente les allocations pour les chômeurs, vient en aide aux personnes sans ressources, interdit la discrimination entre le salaire des hommes et celui des femmes. Maudit rouge, crie mon père qui refuse de voir le côté obscur de l'American Way of Life. Depuis le suicide de ma mère, mon père perd le nord et navigue à vue. De petites rides marquent son visage comme les rails de la fourchette dans la purée. Il a perdu son enthousiasme et le peu de rêve qui lui reste pèse comme une pierre dans la bouche et la main. Il ne me comprend pas et je ne le comprends plus. Il n'est pas vraiment un étranger, plutôt un gêneur et un intrus. Il me fait honte. J'ai 15 ans. L'Amérique a 15 ans. Les enfants du baby-boom ont grandi. Ils aspirent à transformer le monde à leur image. Nous nous politisons.
Dès 1954, le mouvement des droits civiques cherche à abolir la discrimination et la ségrégation envers les Noirs. Porté par les grandes marches non violentes, le pasteur Martin Luther King veut donner une nouvelle perspective, plus égalitaire et plus démocratique à l'American Way of Life. Et puisque celle-ci est une clé de voûte du système, notre révolution doit être non seulement sociale, mais aussi culturelle et sociétale. Nous pensons changer la vie en changeant de vie, susciter un mouvement en multipliant les mouvements. Nos parents redoutaient de faire des vagues, nous sommes la tempête, nous sommes l'océan. Le président Kennedy comprend-il vraiment les nouvelles aspirations de cette jeunesse? En tout cas, le 28 août 1963, Kennedy rencontre Martin Luther King lors de la grande marche vers Washington qui rassembla près de 300 000 manifestants. Je suis là, pas devant mon écran de télévision, non, je suis vraiment là. Le mouvement m'entraîne, me dépasse. Et puis il y a ces chants qui résonnent comme autant de certitudes. Tout devient clair, évident. Le monde qui coule dans mes veines ne sera plus le même. J'ai 18 ans. Je m'appelle Jeff Stryker. Ma nouvelle vie vient de commencer. Dallas, 22 novembre 1963. Ils l'ont tué. Ils ont tué mon mari, aurait murmuré Jackie Kennedy fonçant vers l'hôpital. Combien d'Américains ont-ils filmé comme nous leur écran de télévision parce qu'ils pressentaient bien que les funérailles marquaient un tournant? La mort du président Kennedy amorce une époque violente. Le 4 avril 1968, Martin Luther King, symbole de la lutte pour les droits civiques, est assassiné par un raciste. Après l'annonce de son exécution, la révolte éclate. Le gouvernement doit même envoyer la garde nationale pour mater les émeutes qui enflamment 125 villes américaines. Même la Maison-Blanche est cernée par les flammes. Jour de terreur, jour de haine, jour de sang. Mon père filme les incendies de Newark sans savoir où les portera ce vent. En réalité, ces assassinats politiques sont le fruit de la violence et du radicalisme qui se développent d'année en année au sein des communautés et des mouvements. Les belles valeurs unitaires de l'American Way of Life volent en éclats. Les conservateurs sudistes ravivent la guerre raciale. Ils dénoncent l'abolition de la ségrégation et de la discrimination, refusent le mariage pour tous et les couples mixtes. Tout aussi radicale, la nouvelle génération du Black Power réplique aux violences policières en faisant subir aux Blancs ce que les Noirs ont connu depuis des siècles. Au début, j'ai été séduit par les actions sociales des Black Panthers, leur décorum médiatique, leur mise en scène paramilitaire. Mais même si je comprenais leur position, leur combat n'était plus le mien. J'avais lutté avec Martin Luther King pour réduire les inégalités sociales et pour que les Américains de toute origine aient les mêmes droits.
Notre combat devait refonder l'American Way of Life. En aucun cas engendrer le terrorisme ni détruire la société américaine. Au final, tous les mouvements auxquels j'ai participé ont échoué ou dégénéré dans la violence. Mais difficile d'assumer ces échecs quand on est adolescent. Alors, comme à chaque fois, j'ai choisi la fuite en avant. San Francisco, 1967. Je remonte la grande rue de Haight-Ashbury. Dans le Golden Gate Park, je m'accroupis avec tous les affranchis de l'American Way of Life. Flower Power dans l'âme, j'y fus mon premier joint. Je me délasse et je me déleste. Je me sens exister, pour de bon, même si je sais bien que ce n'est pas pour de vrai. Très vite, j'essaie le LSD. Ronald Reagan, gouverneur de Californie, et Clint Eastwood nous avaient pourtant mis en garde contre les dangers de cette nouvelle substance, mise au point à Harvard par Timothy Leary. Mais difficile de faire partie du clan sans y avoir goûté. C'est le chemin le plus court pour atteindre la félicité psychédélique. La plupart d'entre nous gobaient les acides exactement comme ma mère avait avalé sa poignée de médicaments. Moi, je préférais laisser fondre mon buvard tel une hostie sur la langue. Mais la communauté hippie qui m'accueille est-elle une réelle alternative à l'American Way of Life? Un réel pôle de résistance? Dans la forme, les communautés hippies ne différaient pas tellement de nos banlieues, ni des petites villes américaines. Il s'agissait toujours de promouvoir un idéal communautaire et un style de vie fondé sur la parole et des valeurs certes plus cool, plus libres, mais dans le fond pas si éloignées de celles de nos parents. Car l'esprit de tolérance autoproclamé avait ses limites. Et si la libération sexuelle autorisait en théorie toutes les combinaisons, dans les faits, seuls les plus beaux mecs concluaient, et jamais entre eux. Mais bon, j'avoue que je me suis tout de même bien amusé. Car à l'époque, notre révolte était vraiment nouvelle, inoubliable comme toutes les premières fois. Nous étions les héros du mythe originel, ceux qui se souviennent et dont on se souvient. Toutes les générations suivantes ont été condamnées à reproduire notre modèle. Le mouvement rêve des années 1990 et les néo-bohèmes ne sont que des remixes et des remakes de ce que nous avons inventé. Car à la fin des années 1960, la contre-culture de ma jeunesse est devenue une nouvelle référence à laquelle s'identifie la jeunesse du monde entier. Et c'est un peu comme si l'American Way of Life, tel un virus mutant, continuait à dominer le monde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Ignition, please. Roger. 16 juillet 1969. Mon frère Dave et moi assistons en direct au lancement de la mission Apollo 11. Objectif, Lune. Mon cœur bat la chamade quand Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one
Dave et moi sortons pour essayer de voir le drapeau américain flotter au-dessus du monde. Pour nous, c'est un peu comme si l'American Way of Life dominait toute l'humanité. I was strolling on the moon one day in the merry, merry month of December. Now, May's the month. May, that's right. May is the year of the month. En ce jour, nous sommes tous fiers d'être Américains. That's the truth. La réussite de la mission lunaire est l'un des rares instants d'unité de la nation américaine. Car depuis 1964, la guerre du Vietnam divise profondément la société et dresse contre les États-Unis la jeunesse du monde entier. Nous sommes de plus en plus nombreux à partir, y compris nous, les étudiants, exemptés d'office jusqu'en 1967. La peur de mourir nous pousse à manifester pour la paix. Nous voulons surtout sauver notre peau, ne pas bousiller notre vie. Aussi, point levé contre matraque, nous préférons nous battre ici qu'au Vietnam. Ce sont les derniers jours glorieux de ma jeunesse, quand, gonflé de ma suffisance, la peur et la haine au ventre, je me laisse bastonner pour la cause et traîner par les pieds comme un martyr chrétien. Mais les slogans que nous scandons ne sont pas des formules magiques. Malgré nos manifestations et le soutien de nos parents, le gouvernement du nouveau président Nixon ne cède pas. Bien au contraire, par souci de justice sociale, Nixon instaure une loterie pour déterminer quelle classe d'âge doit partir au front. Pour la première fois, les familles américaines tremblent pour de vrai devant leur télévision. C'est la chance à l'envers. Je suis sain et sauf. Mon frère Dave, lui, tire le mauvais numéro. Il a tout juste 20 ans. Je filme le départ de Dave. Mon père n'a pas la force de tenir la caméra. Ses mains tremblent. Le jour fatidique du départ, la famille de la copine de Dave nous accompagne. Carole l'embrasse. Elle est enceinte. Quand l'appareil décolle, nous nous demandons tous si ce sera le même avion qui ramènera Dave, mort ou vivant. Très vite, Carole et Dave s'échangent une sorte de correspondance filmée. C'est moi qui suis chargé d'immortaliser les fêtes de Noël et les anniversaires du petit Jeff. Juste avant de partir, mon frère a décidé que son fils porterait le même prénom que moi. J'en suis fier. J'en suis touché. En retour, nous recevons du Vietnam des images tournées par Dave ou ses copains. La vie est plutôt cool, guère différente de celle que je vivais dans ma communauté hippie. Même au bout du monde, les soldats essaient de maintenir vivace l'American Way of Life. Toutefois, Carole grimace lorsqu'elle voit toutes ces jolies poupées asiatiques au bras des soldats. Et plus encore quand les pin-up font leur show patriotique. Moi, je rigole en imaginant Dave en train de mater Raquel Welch se déhancher devant tous les ados du front.
and drum. Oh, can't you tell by the way that I run? Every time you make eyes at me, oh, you cry and you moan and say it'll all work out. But honey child, I've forgotten my doubt. À l'image du peuple américain, je suis en colère, je suis désemparé, car depuis le départ de mon frère au Vietnam, je ne parviens plus à être totalement solidaire des manifestations pour la paix. La guerre a pris corps en Dave. Et même si je les comprends, je n'admire plus ceux qui brûlent leurs livrets militaires ou qui jettent leurs médailles pour faits d'armes. Après tout, ils sont revenus du front, eux. « 29 avril 1974. Je remercie le hasard d'avoir fait en sorte que la mère de Carol fût présente ce jour-là. J'avoue n'avoir jamais su si Dave est mort en criminel de guerre ou en héros. Victime d'une escarmouche ou d'une overdose. Il est si facile de se suicider à la guerre. Le cercueil scellé par l'armée me semble étrangement léger, comme si Dave n'était pas entièrement présent. Les honneurs militaires m'emplissent de tristesse et de fierté. Mon frère mort, c'est ma jeunesse qui disparaît. Les années 1970 sont celles des désillusions de l'Amérique. En 1975, nous perdons la guerre du Vietnam. Nous sommes heureux de voir revenir les soldats, mais au final, 58 177 Américains, dont mon frère, sont morts pour rien. Crise morale et économique vont de pair. Les chocs pétroliers menacent la grande prospérité de l'après-guerre. Le chômage augmente. Les belles certitudes de la classe moyenne se réduisent en peau de chagrin au fur et à mesure que s'accroît l'insécurité sociale. Les beaux idéaux de la contre-culture se soldent aussi par des échecs. L'expérience hippie vire au drame avec l'apparition de l'héroïne. Les jeunes se piquent et restent dans les caniveaux. Les petits frères demandent alors des comptes. Le nihilisme des punks s'oppose à l'idéalisme de leurs aînés. La contre-culture engendre dans son sillage une contre-contre-culture. La mise en abîme devient une course vers l'abîme. Et lorsque les masques de l'altruisme tombent,
Seul le narcissisme fait sens désormais. Seul compte le look, la musique, la provocation et le divertissement. Mais les années 1970 furent aussi celles de ma révolution personnelle. Jusqu'à présent, je n'avais fait que suivre le mouvement des mouvements et toujours fui en avant. La mort de Dave m'a mis au pied du mur. 28 juin 1970, je défile pour célébrer les émeutes de Stonewall. Un an plus tôt, les homos de New York s'étaient rebellés pendant 5 jours contre les forces de police. Le mouvement gay est né. C'est là est ma première Gay Pride. Je suis ému, je suis fier, je suis étonné de voir tout ce monde, tous ces beaux mecs. Je me rends compte qu'au final, il y a bien quelque chose de changé dans notre société. Chaque année ensuite, je défilerai, mais c'est plus fort que moi. J'ai beau m'assumer, vivre en couple avec un garçon, j'ai toujours cette sorte de honte qui me colle à la peau, comme une hostie au palais. J'appartiens en effet à une génération pour qui l'homosexualité avait d'abord été synonyme de déchéance, avant de devenir un indice de tolérance, dans les démocraties du moins. Rares étaient ceux qui osaient s'afficher. Et pourtant, dans ma jeunesse, je guettais le moindre signe, tout en surveillant chacun de mes gestes afin que mes manières ne me démasquent pas. Je me sentais bien différent, mais sans savoir ni comment, ni pourquoi. Je redoutais tellement d'être rejeté, banni, lynché, pointé du doigt, fiché à vie. De ne pas être aimé. En tant qu'homo, j'ai lutté tout autant pour que l'on reconnaisse mon droit à la différence et mon droit à l'indifférence. Je voulais être comme tout le monde, me marier et fonder une famille. Pour montrer ma bonne volonté, j'étais prêt à respecter l'American Way of Life, le mode de vie de mes parents. Mais quand j'ai découvert le sexe, toutes mes belles résolutions se sont envolées. Tout est si facile, évident à présent. Un geste, un regard, une attitude suffisent à conclure. Certains vont draguer au chaud dans les saunas, en se drapant dans les vapeurs de poppers, ou encore en se déhanchant sur des airs disco au Paradise Garage ou au Sainte. D'autres s'envoient en l'air sur les plages de Fire Island, ou encore dans les hangars de l'Hudson River. C'est la fête. Et je ris en imaginant la tête de mes élèves s'ils savaient dans quelle position je corrigeais leur copie. Cette révolution sexuelle fut sans doute le principal succès des mouvements issus des années 70. Les femmes en furent les grandes gagnantes. Grâce à la pilule contraceptive et avec l'aide des féministes du Women's Lib, elles ont pu se libérer du système patriarcal sur lequel la morale et les mœurs de l'American Way of Life avaient été fondées. J'aurais voulu que ma mère assistât à ce changement. Nous aurions bien ri ensemble. Car les hommes, les vrais hommes, sont complètement dépassés et déboussolés quand les femmes, leurs femmes, revendiquent des jouissances non simulées, l'égalité des sexes et la parité. C'est la débandade chez les machos. Toute ma vie, j'ai vécu dans un monde bipolaire, dans une société binaire.
pour ou contre l'American Way of Life, conservatrice ou révolutionnaire. À partir des années 1980, la donne change. L'Amérique devient postmoderne. Les repères se brouillent. On retourne sa veste pour sauver sa peau. Les anciens hippies se transforment en Golden Boy. Les révolutionnaires vendent désormais leurs slogans aux agences de communication. Les doctrines les plus réactionnaires de l'American Way of Life se refont un lifting pour séduire la jeunesse. Le néolibéralisme devient la panacée universelle contre l'inflation et le chômage. Le nouveau rêve américain accroît l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Tiraillée entre ces deux pôles, la classe moyenne ne revendique plus la conquête de nouveaux droits, mais essaie de défendre les acquis réalisés depuis 1945. Seules les avancées technologiques donnent l'illusion du progrès. Mais cette révolution informatique qui change nos modes de vie porte-t-elle pour autant une révolution sociétale comme celle de l'American Way of Life? Si je regarde mon époque avec plus de distance, c'est que je suis rendu dans l'âge d'homme. Je me suis mis en couple, mais je n'ai pas encore osé présenter mon mec à mon père. Je ne veux pas qu'il s'inquiète à cause du sida. Mon père vieillit, et cette vieillesse tranquille me rassure et me terrifie tout à la fois. Je me vois en lui dans combien? 20? 30 ans? Je continue de voir Carol et surtout le petit Jeff, mon neveu. Comme mon père en son temps, je défends, j'interdis, pour son bien. Je reproduis à ma manière mon éducation. D'ici quelques années, il refusera que je le filme. Les souvenirs de notre enfance appartiennent à notre famille. Les adolescents préfèrent garder les leurs secrets. J'imagine que je pousserai alors Jeff à se révolter et à combattre les inégalités, à reproduire le même processus. Mais quelle est la valeur réelle d'une rébellion considérée comme normale et que les parents encouragent? Ma génération a célébré puis combattu l'American Way of Life. Peut-être que celle de Jeff en réalisera la synthèse. Des signes nous encouragent. Et ce 9 novembre 1989, stupéfait et éberlué, j'assiste à la fin d'un monde. Le mur de Berlin tombé, c'est le colosse soviétique qui s'effondre à nos pieds. Le tout nouveau réseau informatique Internet propage la nouvelle. L'American Way of Life peut s'imposer à l'ensemble du monde. Je regarde mon neveu. Il ne comprend pas vraiment la situation. Je lui souris. Il s'appelle Jeff Stryker et sa vie vient de commencer.